Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à Cloud Native Days Paris 2026. Pendant que les dernières personnes arrivées s'installent et avant de laisser la parole à des gens beaucoup plus talentueux et compétents que moi, je vais partager avec vous quelques petites réflexions. Il y a un mot dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, c'est souveraineté. Vous avez peut-être remarqué, hein. Alors pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de souveraineté ces temps-ci ? Eh bien, c'est parce qu'il se trouve qu'on a un allié historique qui commence à faire des trucs un petit peu bizarres, qui est en train, semble-t-il, d'évaler la pente glissante qui mène vers la dictature. Ils ont dépensé des centaines de milliards pour avoir des milices cagoulées qui kidnappent, enferment ou des fois assassinent des gens. Et c'est pas seulement chez eux, ça déborde aussi un petit peu à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on se met à parler de souveraineté, parce que bon, il se trouve que cet allié historique, il s'est doté il y a un peu moins de 10 ans d'une loi qui lui permet d'aller voir les fournisseurs cloud et de lui dire toi là tu vas me donner les données relatives à tel client, donc par exemple à des clients français, y compris au travers de leur succursale. Donc ça veut dire que cet allié historique peut potentiellement aller mettre le doigt dans nos données. Bon, alors ça, si vous êtes, je dirais, le pâtissier Adrichou, les meilleurs choux à la crème du sentier, c'est peut-être pas très grave. Par contre, si jamais vous manipulez des données médicales ou de nucléaire ou de défense nationale, c'est beaucoup plus embêtant. Donc la question se pose de savoir, entre le pâtissier Adrichou et la défense du pays, où est-ce que je mets le curseur pour savoir ce qui est OK en termes de souveraineté. Alors, que faire ? Que faire ? Quelle est la solution à ce problème de souveraineté ? Bon, si vous allez voir nos sponsors, vous verrez qu'il y en a beaucoup, qu'ils soient français, européens ou états-uniens, qui ont des idées, des réponses, des solutions à ce problème de souveraineté. Mais bon, bien entendu, comme tous les problèmes complexes, il n'y a pas une solution magique qui va tout résoudre. Il y en aura plusieurs, et une d'entre elles, c'est peut-être bien l'open source qui est omniprésent dans l'écosystème Cloud Native. Sauf que l'open source, c'est pas non plus magique. L'open source, en fait, il faut contribuer. Par curiosité, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent Ingress Nginx sur leur cluster ? Bon, il y a quand même pas mal de mains qui se lèvent. Levez la main si vous n'avez pas encore migré ou pas encore de plan de migration. Bon, il y a quand même quelques mains aussi, voilà, parce que Ingress Nginx, c'est un projet, donc en fonction des métriques que vous regardez, qui est utilisé sur à peu près la moitié des clusters Kubernetes, et qui était maintenu donc par une poignée de volontaires qui faisaient ça, donc volontaires, bénévoles, sur leur temps libre. Ils ont appelé plusieurs fois à l'aide pour dire là, on voudrait un coup de main s'il vous plaît. Le coup de main ne s'est pas matérialisé, ou en tout cas pas de manière assez conséquente. Donc un beau jour, les mainteneurs ont dit on en a marre, on arrête. Et donc maintenant, collectivement, on va devoir passer des dizaines de milliers d'heures à migrer vers autre chose. Tout ça parce qu'on n'a pas été foutu de contribuer un peu mieux avant. Vous connaissez sûrement ce dessin XKCD qui résume très bien cette problématique. Alors, l'open source, donc peut-être que, bon, je dirais, c'est pas la solution, mais peut-être que ça fait partie de la solution à condition de contribuer, parce que sinon, c'est comme les boîtes à livres, hein, si tout le monde se sert sans jamais déposer quelque chose, à la fin, ça marche plus. Donc, contribuer, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment contribuer ? Ça peut être contribuer de l'argent si vous avez un budget, hein, mais ça peut aussi être contribuer du code, évidemment, mais aussi, et c'est un peu moins évident mais tout aussi utile, ça peut être de contribuer de la documentation, de l'aide, parce que si les mainteneurs passent leur temps à répondre aux questions tous les jours de centaines de personnes qui n'arrivent pas à utiliser le projet, ils n'ont pas le temps d'aller maintenir le code, et si vous connaissez bien le projet et que vous pouvez aider justement les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes à prendre en main le projet, vous économisez du temps aux mainteneurs. Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a plein de manières de contribuer à l'open source et donc à la santé de notre écosystème. Et c'est un petit peu ça que je vous encourage à faire si possible. Pas simplement pour sauvegarder la souveraineté ou pas en fonction de est-ce que c'est un sujet important pour vous ou pas, mais aussi pour tout simplement pérenniser cet écosystème dans lequel on évolue et dont on va parler là toute la journée. Voilà, alors l'open source, c'est pas seulement pour la souveraineté, c'est aussi pour la science. On va maintenant avoir Ricardo qui va nous raconter comment, grâce à l'open source, voilà, tu peux débrancher tout et prends la main, comment, grâce à l'open source, on peut faire ou bien plus avec moins, ou en tout cas plus mais à budget constant.
parce qu'il y a certains domaines de la science qui étudient parfois l'infiniment petit, mais les données, elles, malheureusement, ne sont pas infiniment petites, comme on va le voir. Voilà, donc Ricardo. Je regarde juste si tout marche. Parfait. Bah, merci beaucoup Jérôme, et merci à toute l'organisation aussi de l'invitation, c'est un plaisir. Je ne fais pas beaucoup de présentations en français, donc désolé si des fois je mélange un peu les mots et tout, mais je ferai le mieux. Donc je m'appelle Ricardo, je suis ingénieur au CERN, je travaille dans des équipes de Cloud Native et Machine Learning. Je fais pas mal de choses aussi à la Cloud Native Computing Foundation. Jérôme a parlé de contribuer pour l'open source. Il a le code, il a l'argent, il a tout. Il a aussi la communauté. Donc, une façon de contribuer aussi, c'est de participer dans la fondation où on aide tous les projets de Cloud Native. Donc, si vous avez n'importe quel type de contribution, c'est très important. Si vous avez des questions, je serai là toute la journée. Et surtout, je participe dans la partie utilisateur. On a des groupes où on met tous les utilisateurs ensemble pour partager des expériences et pour apprendre ensemble aussi. Mais mon travail principal, c'est au CERN. Je vais aller très vite. Au CERN, on fait de la recherche fondamentale. Surtout, on a fait des expériences en physique de particules. On a la LHC, je suis sûr que tout le monde connaît. Donc, c'est un accélérateur de protons qui est 100 mètres sous terre, où on accélère des protons très très vite, à 99,99999% de la vitesse de la lumière, beaucoup d'énergie, et des fois on les fait collisionner dans des endroits très précis. On a fait des énormes détecteurs, là c'est Atlas, ça c'était au début, maintenant c'est beaucoup plus rempli. Ça marche un peu comme un appareil photo, un énorme appareil photo. On essaye de voir ce qui s'est passé dans les collisions, on a des milliards de collisions par seconde. Mais le problème, c'est que quand on a un appareil photo de ce type, on produit beaucoup de données. Donc, dans un détecteur, il y a toute la partie physique que je ne comprends pas très bien. Donc, je vais parler de l'autre partie où on essaye de gérer toutes ces données. Donc, avec 40 millions de photos par seconde, en réalité, ce qu'on a, c'est 1 pétaoctet par seconde de données qu'il faut traiter. Donc, très vite, on essaye de filtrer les collisions, celles qui peuvent être vraiment intéressantes, et il faut le faire en moins d'une milliseconde. Donc traditionnellement, on a construit des plaques électroniques qui font ce boulot très bien, mais qui ne sont pas très flexibles. Et après, on a d'autres niveaux de filtres qui sont faits par le software, traditionnellement par des CPU. Donc on a des clusters comme 5000 nœuds pour une expérience comme Atlas, et on tourne environ 30 000 applications qui gèrent plusieurs parties du détecteur. Mais le problème, c'est que ça marche très bien, mais l'autre problème, c'est toujours que les physiciens ils font des mises à jour souvent. Et là, on a sur l'image, on voit, on est en 2026, on va commencer en arrêt de 3 ans, on va faire des mises à jour de l'accélérateur et détecteur. Pour nous, la partie informatique, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont augmenter les données de 10 fois. Donc au lieu d'1 pétaoctet par seconde, on aura 10 pétaoctets par seconde par expérience, et il faut tout gérer. Et le budget, il n'augmente pas quand on augmente les données, malheureusement. Donc, il faut trouver des solutions. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce problème, donc on connaît un peu. Donc, ce qu'on fait, on cherche partout. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc, sûrement, on va utiliser du Cloud Native, on l'utilise déjà partout. On va utiliser de Machine Learning et de l'intelligence artificielle. On fait des recherches sur la computation quantique aussi. Mais en gros, ce qu'on veut faire, et ça c'est un exemple d'Atlas, vous verrez ici 40 MHz, les 40 millions de photos par seconde, qui génèrent aujourd'hui 300 gigaoctets par seconde. On va passer à 5 teraoctets par seconde, il faut gérer. Et après le premier filtrage, on passe de 8 à 50 gigaoctets par seconde par expérience. Donc, il faut trouver des solutions. Ce qu'on fait, on utilise beaucoup d'intelligence artificielle, bien sûr. Je vais essayer de faire des petites démos qui démontrent comment on fait une transition des systèmes traditionnels pour des systèmes cloud ou machine learning sans avoir des utilisateurs qui vont essayer de nous tuer à la porte. Donc,
j'ai pas beaucoup de temps pour parler de la partie intelligence artificielle, mais le plus important, c'est que ce qu'on fait, c'est vraiment du traditionnel deep learning. C'est pas de l'IA générative, c'est pas vraiment des LLM. On utilise des modèles qu'on appelle larges, mais qui sont des gigas. On a quelques millions de paramètres, on n'a pas la taille des modèles qu'on voit sur les LLM. Par contre, on a besoin de faire le traitement des données très très vite, avec des ressources, avec des systèmes qui n'ont pas beaucoup de puissance et pas beaucoup de mémoire. Normalement, c'est des FPGA, donc il faut prendre les modèles, les entraîner, et après les réduire pour qu'ils soient vraiment très petits. Nos modèles larges sont des gigas, les modèles qu'on peut déployer sur les FPGA, c'est des quelques mégas, 10 mégas, 20 mégas. Donc, on a plusieurs systèmes que je mets un peu ici. Pendant l'entraînement des modèles, on va avoir plusieurs données qui vont nous permettre de quantiser ou comprimer les modèles pour servir dans des ressources très réduites. C'est un peu ce qui fait aussi DeepSeek avec leur modèle, mais dans ce cas, encore beaucoup plus petit. On perd de la précision, mais on gagne en termes de capacité d'être plus vite avec moins de ressources. Il y a d'autres systèmes comme les AI Engine qui sont en train d'apparaître, en plus des FPGA. Donc c'est des trucs qui sont vachement intéressants. Je reviens à l'infrastructure. La première partie, c'est qu'on a tout ce qui est neuf, mais il faut garder l'ancien. Donc ça veut dire que nos utilisateurs, ils ont des scripts qu'ils ont écrits il y a 20 ans, il faut que ça marche. N'importe ton système, ça peut être tout ce que tu veux, si mon script il marche, sinon je ne l'utilise pas. Il faut qu'il accède aux différents types de stockage. Et parce qu'on a beaucoup de données, on a beaucoup de systèmes de stockage au CERN aussi. J'ai travaillé sur au moins 4 pendant ma journée au CERN, donc il faut intégrer avec tout ça. Donc on a construit une architecture de référence qui ressemble un peu à ça. Le plus important, c'est que les ressources en bas elles soient partagées pour que, quand on a besoin des ressources comme des GPU qui sont très chères, il faut que ça soit partagé, sinon on va construire des îles entre les services. Et ça se passe aujourd'hui, on est en train d'améliorer. Donc il faut que, si j'ai mon entraînement des modèles, si je veux servir des modèles, j'ai accès à des ressources. Les mêmes ressources peuvent être utilisées par la computation scientifique traditionnelle, surtout les MPI, ou l'accès interactif à des GPU, si je veux juste entraîner un modèle avec pas beaucoup de données. Et l'interactif, il faut que ça soit possible avec un notebook, avec VS Code, avec mon SSH, parce que mon script, il dépend de l'accès SSH. Et je vais montrer comment on fait ça. Et pareil pour la gestion des modèles. Donc en gros, c'est ça notre architecture. C'est pas forcément en cluster, ça peut être plusieurs, et en cluster, c'est entre des centaines et quelques milliers de nœuds normalement. Donc je vais faire une petite démo, si ça marche. Donc l'accès, si vous connaissez Kubeflow, c'est un peu le centre des systèmes qu'on a pour ça aujourd'hui. On a les endpoints ici pour servir des modèles. On a aussi nos notebooks, ici j'ai 2 que j'ai créés avant. Et on voit que dans ce cas, j'ai un GPU, mais on voit qu'il dit que j'ai 12 gigas, donc c'est un H100, mais on a partitionné. Ça, c'est très important aussi pour partager les ressources d'une façon efficace. Et là, j'ai un autre où j'ai un H100 aussi, mais c'est en complet, en entier. Donc, pour créer un notebook ou une session, en fait, on utilise les notebooks sur Kubeflow, mais en gros, c'est vraiment des sessions interactives qu'on va créer. Donc, je vais créer un ici, comme ça. On peut choisir l'environnement. Donc, on a plusieurs environnements qu'on maintient pour les utilisateurs. Le premier, c'est le générique du CERN. Après, il y a d'autres pour la partie entraînement. Je choisis les GPU, on va dire 1, et on voit que j'ai plusieurs options sur un H100 pour avoir des partitions. Donc, je vais choisir une petite. Et j'ai dit qu'on a beaucoup de systèmes au CERN de stockage. Voilà, je peux choisir qu'est-ce que je veux accéder en termes de systèmes de stockage. Je le lance. Et si je regarde ici, on peut voir qu'il est en train d'être créé. Comme on est dans une conférence Cloud Native, le pod initializing, ça veut dire quelque chose. Pour les utilisateurs, ça ne veut rien dire. Donc il est prêt. Donc je vais accéder avec un notebook. Je viens de les créer.
Ça, c'est un système qui tourne au CERN. Hein. Je suis en train de l'accéder directement. Donc, je vais prendre un terminal et je peux voir ici qu'est-ce que j'ai comme GPU. Voilà, j'ai un H100, il est là. Et j'ai une partition chez NVIDIA, ça s'appelle MIG pour un Multi-Instance GPU, et j'ai 12 Go plus ou moins de mémoire. Et j'ai dit qu'il faut que ça fonctionne exactement comme les systèmes actuels. Donc, on a des systèmes partagés où les gens ils accèdent. Il faut que l'ID, le group ID, le user ID, ça soit exactement pareil parce qu'ils accèdent au système de stockage et c'est encore utilisé ce type. Donc, maintenant, vous connaissez mon idée au CERN. Je suis dans un container, dans un cluster Kubernetes, et j'ai mon idée dans le pod, exactement l'idée que j'ai au CERN. Par contre, ce qu'on ne pouvait pas avant, c'est d'avoir plus d'accès dans un système interactif. Comme c'était des systèmes partagés, on était très limité en termes de ce qu'on voulait faire, mais avec la possibilité d'isolation avec des containers, je peux aussi faire sudo. Donc, tout d'un coup, je peux installer des packages, je peux faire plein de choses. Pour un utilisateur, c'est assez intéressant de pouvoir faire ça. Donc, ce qu'on va faire, comme je ne suis pas root, si j'essaie un truc comme ça, je ne peux pas le faire, mais on verra après ce qu'on peut aussi faire comme autre chose. Donc, là, je vais vous montrer, en même temps que je vous montre le notebook, la session que j'ai là. Si je fais avec ma CLI de Kubernetes, bah, je peux lister les mêmes sessions. On voit que c'est les mêmes que j'avais ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Je peux aussi accéder d'une autre façon à ce que je viens de créer il y a quelques secondes. Et on voit que je suis dans le même endroit. J'ai mon GPU, j'ai l'ID, et je peux être sudo aussi. Et j'ai dit la chose principale qui nous a pris 2 mois pour réussir, mais c'est un projet open source que vous pouvez utiliser aussi aujourd'hui, c'est que les gens, il faut absolument que je puisse faire SSH, comment ça s'appelle, France, pour mon pod. Donc je vais accéder depuis ici à mon pod avec SSH. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui change complètement l'acceptation des gens pour des systèmes qui ont peu peur parce que ça a l'air très complexe et tout d'un coup je peux juste faire SSH et utiliser mes crédentiels et Kerberos et je ne sais même pas que ça tourne avec des containers, rien du tout. Donc pareil, j'ai mon GPU ici et ce que je vais faire c'est de créer ce qu'on avait fait ici. Je viens là et là tout d'un coup, oui. Je l'ai fermé, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je vais juste faire ls, voilà. Donc j'ai plusieurs types d'accès. J'ai aussi un autre, c'est le dernier que je vais montrer ici. C'est, si je fais un refresh ici, j'ai mon code, j'ai mes sessions là, avec une extension de Kubernetes. Je vais faire attache ici pour ma session. J'ai un nouveau code qui est là. Il va installer quelques outils pour que je puisse tourner là-dedans. Et tout d'un coup, j'ai aussi un terminal qui est là. C'est d'augmenter là. Et pareil, la même session, le même GPU. Et attendez. On va y aller là-dedans. Oui, là ça ne marche pas, mais comme j'ai cette possibilité, je peux faire ça, et voilà. Donc c'est juste pour montrer, c'est assez simple comme démo, mais en même temps c'est assez compliqué, et c'est le principal qui nous a permis de faire la transition pour ce système sans avoir des utilisateurs qui deviennent fous et qui nous aiment plus. Donc il y a une autre partie, c'est la partie optimisation. Donc ça c'est la facilité d'accès. J'ai parlé, c'est très important d'optimiser l'accès. Donc, si vous utilisez Kubernetes avec la configuration par défaut, ça ne va pas très bien marcher pour ce type de workload. Vous allez perdre 30%, 20-30% de performance sans le savoir, en fait. Mais en fait, quand vous entraînez des modèles ou vous faites de la computation scientifique, les gens ils veulent vraiment le dernier bout. Donc, il y a deux choses qui sont très importantes. Une, c'est ce qu'on appelle CPU pinning. Si vous utilisez Kubernetes par défaut,
quand vous demandez 10 cœurs, en fait, il ne va pas vous donner 10 cœurs, il va vous donner une fraction de tous les cœurs qui sont disponibles dans la machine, ce qui veut dire que vous êtes impacté par d'autres overclocks qui tournent sur la même machine. Donc c'est très important de faire ce CPU pinning, c'est une configuration assez simple à faire. Par contre, ça change tout. Et après, ce qui s'appelle le NUMA Affinity, c'est dans le serveur, il a des régions où l'accès est plus vite pour la mémoire depuis le CPU ou le CPU-GPU. Donc c'est très important si vous choisissez en GPU que vous donnez les cœurs qui sont le plus proches de ces GPU. La deuxième chose, j'ai montré un peu, c'est les partitions des GPU. Si vous donnez 96 Go et en H100 complet à quelqu'un qui veut faire juste quelques tests pendant une demi-heure et qui va partir manger ou dormir, on bloque et on perd beaucoup d'efficacité. Donc si on parle de problème de budget par rapport à la ressource, c'est très important de partitionner ou de partager ces ressources. Il y a plusieurs options. Ce que j'ai montré avant, c'est la partie MIG. Et en dernier, dans la communauté HPC de computation scientifique, on dit toujours qu'il faut utiliser Slurm parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour intégrer avec InfiniBand, avec RDMA over Converged Ethernet, la possibilité de faire du GPU direct entre les nœuds pour que les GPU ils partent directement. Donc, je n'ai pas le temps de montrer en détail, mais tous les clusters qu'on a avec Kubernetes maintenant, on a toutes ces capacités, donc ça change aussi cette partie. Je vais juste montrer très vite ici. Donc, je vais me lier à une autre session que j'avais avant, et je vais me montrer. Ça, c'est les différents threads ou cœurs de CPU que j'ai dans la machine. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. J'ai parlé avant que si vous avez la configuration par défaut, si je lance un workload qui a 30 CPU, il va partager un peu partout, dans tous les cœurs. Ça veut dire que si vous faites des benchmarks, ça ne va jamais être fiable. Donc ce qu'on fait, c'est cette idée de CPU pinning. Et si je load les cœurs là, vous voyez que, je peux mettre plus, on va faire 60. On peut voir qu'il n'y a que certains cœurs qui sont en utilisation, et la raison c'est que j'ai un GPU sur 8 dans la machine, donc j'ai un huitième des CPU disponibles dans le même NUMA node. Donc la première partie, là j'ai du 0 au 23 et du 97 au 119, donc sont dédiés à moi et je ne suis pas impacté par les workloads qui sont autour. Et la partie finale, c'est il y a beaucoup de choses qui sont inactives. Si on regarde en cluster, souvent, on va voir qu'il y a beaucoup de idle. On va enlever les sessions qui sont idle, mais même si on regarde en GPU la consommation, en H100, il peut y aller jusqu'à 300-400 watts de consommation si on est à fond. Avec un Blackwell 200, ça peut être 600 watts même. Mais si on ne l'utilise pas, ça consomme toujours 60 watts. Et le grand problème qu'on a, c'est qu'on est en train de faire une transition de CPU à GPU. Les GPU consomment beaucoup plus, donc nos centres de calcul ne sont même pas préparés pour avoir ce type de hardware. Si en plus on a une consommation de 60 watts par GPU qui n'est même pas utilisée, ça veut dire beaucoup d'argent perdu, mais aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de chaleur qui ne sert à rien. Donc c'est important d'avoir une solution pour ça. Donc la solution, et avec ça je vais finir, une c'est l'allocation dynamique des ressources. Donc avec Kubernetes 1.34, ça c'est disponible. Au lieu d'avoir dans votre pod je veux 2 GPU, vous faites je veux ce type de ressources que c'est un GPU avec tant de mémoire, et c'est au scheduler de décider quel type de GPU vous donnez et même de partitionner d'une façon dynamique si possible. Et ça, c'est très important. Si vous utilisez des volumes, des persistent volumes, c'est un peu pareil. Le claim, c'est une ressource claim comme on a le PVC. Et la partie finale, c'est
vraiment ce qui va tout changer pour nous, c'est cette idée de Composable Disaggregated Infrastructure. Ça veut dire que si on n'utilise pas un GPU, on le débranche. On n'utilise plus. Il y a des méthodes vraiment de le déconnecter, il n'utilise plus d'énergie. Et une fois que le scheduler il lance, il le rebranche et il remarche. Et ça peut tout changer en termes d'efficacité de nos centres de calcul. Et avec ça, je vous remercie beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, pendant qu'on rebranche l'autre ordinateur pour la suite, moi j'ai beaucoup aimé cette intervention. Des fois on se demande est-ce que Kubernetes c'est que pour les nouvelles applications ou est-ce que ça marche aussi pour des choses plus anciennes? Et là, entre autres, oui. Et les choses plus anciennes, c'est important, par exemple, quand vous envoyez des sondes dans l'espace, une sonde qui va loin, quand on veut sortir du système solaire, ça peut prendre 50 ans. Donc il faut que 50 ans après, on soit encore capable de décoder et de traiter les données qui sont envoyées par la sonde. Voilà, donc c'est un petit détail, mais c'est cool de savoir que Kubernetes sait faire ça. C'est cool de savoir que Kubernetes peut aussi extraire les derniers cycles de nos CPU et de nos GPU. Et maintenant, on va revenir un petit peu donc, les pieds sur terre, entre guillemets. On va peut-être du côté de la souveraineté. Donc j'accueille Julien Dauphan et Renaud Fleury de la DINUM. La DINUM, c'est la Direction interministérielle du numérique. En gros, c'est la DSI de l'État français, mais ils vont vous expliquer ça mieux que moi. Voilà, donc moi c'est Julien Dauphan de la DINUM. La DINUM pilote la stratégie numérique de l'État, accompagne les ministères et opère quelques produits dont je voulais vous parler. Et Renaud. Et moi je suis Renaud Fleury, je suis de la DGFiP. La DGFiP c'est la Direction Générale des Finances Publiques et si vous ne connaissez pas, c'est celle qui gère la télédéclaration de vos impôts sur le revenu. Alors je vais peut-être aller directement. Le contexte actuel du cloud de l'État, il y a 2 clouds internes, OpenStack, un opéré par la DGFiP, un autre par le ministère de l'Intérieur. Et actuellement, on fait le constat, ces clouds sont majoritairement utilisés par ceux qui le produisent. Et aussi, on a aussi chaque équipe qui rentre dans le cloud à sa manière. C'est pas encore unifié. On a aussi des providers de confiance privés qui font et qui ont une offre. Ils développent beaucoup de projets, mais ils sont pas encore au niveau de ce qu'on attend, de ce qui est proposé par les hyperscalers ou ce qui est proposé aussi en termes de cloud public. Parce que les clouds dont je parle sont en label de sécurité SecNumCloud. Et pour les données de l'État, c'est très important d'avoir ce label dessus. Et on a des utilisateurs, eux, qui ont besoin de mettre très rapidement des applications en production pour apporter de la valeur aux utilisateurs. Actuellement, à la DINUM, on a quelques produits que vous connaissez peut-être. France Connect, vous avez des outils comme pour les agents de visio, des outils pour créer des procédures administratives facilement. Et en fait, chaque équipe a son autonomie d'hébergement actuellement. Et elle va faire tout en sorte pour apporter le meilleur produit à l'utilisateur. Et elles ont réussi dans cette séquence-là. On leur a donné l'autonomie. C'est une nouvelle méthode au sein de l'État qu'on applique à la DINUM. Et en une dizaine d'années, on s'est retrouvé avec une vingtaine d'infrastructures différentes pour une quarantaine d'apps, chacun opéré par différents ops. Et du coup, on a beaucoup appris. On a pu tester aussi plein de providers derrière. Et la stratégie qu'on veut appliquer maintenant, c'est en se basant notamment sur Kubernetes, de pouvoir avoir une manière de déployer unifiée dedans pour pouvoir regrouper nos moyens d'ops opérationnels et avoir les différentes apps qui pourront démarrer beaucoup plus rapidement. Et on s'appuie à la fois en interne, en faisant évoluer nos clouds internes. Il y a des datas qu'on ne peut pas faire sortir des data centers de l'État, et avec les providers SecNumCloud, sur lesquels on s'appuie pour tout ce qu'on peut mettre dessus. Et on a notamment l'outil de visio que vous avez pu voir, qui a fait un petit peu le buzz, qui est sur notre partenaire Hotscale, qui est SecNumCloud. Et du tout, là-dessus, il y a tout un tas de travail pour faire en sorte que Visio soit très simple à déployer pour les ops. Hop.
Donc, cette transformation, je dirais, de SI s'accompagne bien entendu aussi d'une transformation humaine de mindset, dans le sens où il faut aussi faire converger les esprits, enfin, je dirais, le mindset de chacun, sur la technologie cloud, en faisant en fait collaborer les équipes entre elles sur des projets concrets. Notamment ici, on a pu travailler sur Cluster API avec la DINUM sur l'élaboration, je dirais, de notre offre Kubo, donc je vais vous décrire derrière le contenu. Nous avons aussi travaillé sur avec le ministère de l'Intérieur sur Cloud Native, qui est en fait une sorte de gestion de chaîne CI/CD. Et nous travaillons aussi avec le ministère de l'Agriculture pour gérer le PRA-PCA de notre offre IaaS Nubo. Donc réellement, notre enjeu ministériel, c'est vraiment de développer un écosystème de service cloud basé autant sur la connaissance que sur le catalogue produit riche à, je dirais, transformer nos SI. Donc, je vais d'abord vous parler de la distribution Kubo. Donc, la distribution Kubo, je rappelle, la DINUM a exprimé en fait un besoin qui était très clair, c'était d'avoir en fait un environnement clé en main, managé et sécurisé. Ça, en fait, ça a dédié directement par rapport à ce nuage de mots à la notion de namespace as a service. Et pour faire du namespace as a service dans Kubernetes, comme vous le savez tous, il faut savoir qu'il faut, je dirais, ajouter, excusez-moi, namespace as a service, donc en fait Kubo c'est une offre managée, on s'occupe de tout. En fait les utilisateurs finaux n'ont rien à manager, n'ont rien à exploiter. On s'occupe des mises à jour, on s'occupe de la montée de version. C'est aussi une offre hybride, comme je le disais, on est parti sur Cluster API, ça va nous permettre entre autres de déployer notre offre Kubo sur n'importe quel IaaS. Que ce soit, je dirais, sur notre IaaS interne OpenStack, mais aussi sur les différents clouds de confiance. S'il nous offre en fait un provider Cluster API. On est security by design. Vous imaginez bien que lorsque on crée une offre Kubo qui doit respecter les homologations SecNum, on est obligé d'avoir des environnements ségrégés par commanditaire. Et ça nécessite entre autres la mise en place de multi-tenancy, et là-dessus, je vous invite réellement à aller voir la conférence de Vincent Piard sur ce sujet-là, qui est à 11h15 en salle Piaf. Et nous avons développé aussi toute une offre FinOps autour en fait de l'observabilité. Bon, vous connaissez bien aujourd'hui l'observabilité avec OpenTelemetry, et nous avons aussi développé, et c'est dans l'air du temps, trois modèles intelligents qui vont nous permettre, entre autres, de gérer l'autoscaling, la gestion de panne et la résolution de problèmes sans intervention humaine. Enfin, je terminerai par le fait que Namespace as a Kubo s'occupe aussi à un catalogue de services, et ce catalogue de services va regrouper les outils DevSecOps pour permettre, entre autres, d'approfondir la notion de namespace as a service en fournissant un environnement clé en main pour les développeurs, parce que Kubo c'est fait pour les développeurs. Merci Renaud. Et en gros, là, nous, on croit beaucoup, et Jérôme l'a dit tout à l'heure, a rappelé, l'indépendance notamment par l'open source. Et du coup, ces collaborations, c'est une distribution Kubo Kubernetes, des travaux aussi où on essaye d'inclure les ministères pour développer des services PaaS. Et nous-mêmes, à la DINUM, on développe un poste d'administration sécurisée sur base NixOS, et on travaille avec les providers pour la compatibilité Cluster API. Et comment on appelle ça, pour Kubo, on va réaliser en fait un partenariat avec la CNCF qui va nous permettre, entre autres, de labelliser notre future distribution que nous désirons mettre en code open source, autant le code que la documentation. Et c'est quelque chose qui va arriver sur la fin de l'année 2026. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention, et vous pouvez nous contacter si vous voulez. Merci à vous.
Merci beaucoup. Donc ils l'ont mentionné, hein, mais il y aura une autre présentation à 11h15, c'est ça, en salle Piaf, sur le côté multitenant, etc. Et qui sera intéressant, pas seulement pour les grosses entreprises françaises, je dirais. Notre prochain intervenant, Jean-Baptiste. Alors pour les gens de ma génération, je pense qu'on te connaît peut-être par Vidéolan. Mais tu as fait plein d'autres choses depuis. Et maintenant, tu donc, diriges la technique chez Scaleway. Donc tu vas nous raconter un petit peu ça. Voilà, ça Bonjour marche. à tous. Ouais, c'est vrai qu'habituellement les gens me voient plutôt avec un cône de chantier sur la tête et un t-shirt moisi au Fosdem. Bon bah aussi je fais des choses plus sérieuses. Donc je gère la technique de chez Scaleway depuis 2 ans et demi. J'ai fait plein d'autres startups et ça fait peut-être 21 ans que je fais de l'open source. Je sais, je suis vieux. C'est rigolo parce que on m'a donné un template de slide pour avoir le bon template pour ce matin. Et dans le template de slide, il y avait une photo de moi au CNDF. Ça montre que Scaleway, on était là, on était déjà là il y a quelques années. C'est même pas moi qui ai pris la photo, hein, vraiment, c'est trop cool, c'était dans les slides. On a un énorme stand devant. Je vais vous parler un peu de ce qu'on fait chez Scaleway. Parce qu'en fait, nous, on fait de la vraie souveraineté. Alors, ça veut dire quoi de la vraie souveraineté? C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de cocher des cases et d'avoir des certifications. Vous savez tous comment ça fonctionne, les certifications. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit qu'on compile tout. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est soit open source, soit c'est du code qu'on a en interne. Et c'est un truc hyper important, c'est qu'on n'a pas de stack étrangère. On commence au niveau du firmware, de l'EFI. On a notre propre stack évidemment, on a un kernel Linux, on a notre propre stack de Virtu, notre propre stack de conteneurs. On a plusieurs produits autour de Kubernetes, un qui s'appelle Capsule, un qui s'appelle Cosmos que vous devrez tester. Mais grosso modo, vraiment, on arrive et puis on monte vraiment très très haut dans la stack. On monte jusqu'à l'inférence as a service, du serverless function, du job, des trucs comme ça. Tout est en VPC, donc c'est le private network. Et à peu près tout ce que vous demandez à partir du bare metal va vraiment à faire tourner vos derniers modèles d'IA. Mais tout ça, c'est que des trucs qu'on compile, parce que la seule façon d'être sûr de ce qui tourne et qu'il n'y a pas de sortie de données, c'est quand vous le faites vous-même. Alors évidemment, on bosse aussi pour avoir les certifications, mais notre idée à l'origine, on est quand même une boîte où il y a énormément de développeurs, il y a plus de 300 développeurs chez Scaleway, et donc voilà. Et on contribue pas mal dans l'open source et énormément sur tout ce qui est cube. Deuxième chose, on est européen. C'est vrai qu'on est français principalement, mais on a quand même des régions. Donc une région, c'est au minimum 3 AZ. On a à Paris, à Amsterdam, à Varsovie. Cette année, on en ouvre à Milan, à Stockholm, à Francfort, peut-être aux États-Unis. Et surtout, et ce qui est important, c'est qu'on est des devs, et on fait ça pour des devs. Donc ça veut dire que ça ressemble à un vrai cloud provider. Tous les produits ont la même API, une API qui est similaire, tout est accessible par Terraform, tout est utilisé, on fait un protobuf qu'ensuite on sort en Go, en Python, en JavaScript. Le Go nous permet de générer le Terraform. Le JavaScript nous permet de faire la console, donc l'UI, le Clickodrome pour ceux qui en ont besoin. Mais c'est important, c'est que nous, même notre console, elle utilise notre API, donc tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire par l'API, évidemment en Python et autres. Et enfin, c'est important, on fait partie de Iliad et de Free, donc on a quand même aussi un bon réseau et des gens assez bons là-dessus. Mon point, et je vais arrêter là, c'est que ce que vous connaissiez de Scaleway il y a 3 ans, c'est pas ce que vous connaissiez de Scaleway il y a 2 ans, ni il y a 1 an, ça va très très vite. Quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, il y avait une vingtaine de produits, là il y en a, je sais même pas combien, je pense que vous pouvez pas lire, mais l'important c'est que vraiment aujourd'hui, on a une réponse pour à peu près tous les gros produits d'un GCP, d'un Azure et d'un AWS. Et donc aujourd'hui, le cloud souverain en France, c'est possible sans compromis. Voilà, je vous remercie. On a un superbe stand et vous n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci aussi à nos sponsors. Hein. Je crois que je l'avais mentionné quand on faisait le Kubernetes Community Days il y a 3 ans. Mais ce genre d'événement, il est possible que grâce aux sponsors. Je ne sais pas quel est le pourcentage pour cette année, mais à l'époque, les sponsors, c'était à peu près 90% du budget de l'événement. À l'époque, je crois que le ticket était à un peu moins de 100 €. Donc, quand on fait le calcul, ça veut dire que sans les sponsors, l'événement, ou bien ça aurait été 1 000 €, ou bien ça n'aurait pas été dans les mêmes conditions. Donc, merci à tous les sponsors pour leur confiance, etc. Je fais maintenant entrer sur scène mes acolytes pour une table ronde. On n'a pas trop décidé comment on allait se placer, donc on va faire ça un petit peu à l'arrache.
Alors, bon, cette table ronde, c'est surtout un gros prétexte pour moi pour passer un petit moment sur scène avec des copains. Et non, blague à part, une partie de mon métier, c'est de former les gens à Kubernetes. Et donc, je me suis demandé, tiens, aujourd'hui, est-ce que ça sert encore à quelque chose de former les gens à Kubernetes? Est-ce qu'on n'a pas des plateformes qui font tout pour nous? Et s'il faut former les gens à Kubernetes, qu'est-ce qu'il faut leur apprendre? Donc on a fait venir plein d'experts. On va peut-être pas se présenter un par un, une par une, parce qu'on a plein de choses à discuter. Donc on a mis normalement, on pourra alterner avec les slides qui vous montreront qui est qui. Et on va commencer donc avec une première question. De manière chronologique, si jamais je veux faire du Kubernetes dans mes équipes, au moment du recrutement, qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce que je vais regarder sur les CV? Qu'est-ce que je vais mettre dans mes fiches de poste? Qu'est-ce que vous en pensez si vous deviez recruter des gens pour travailler sur Kubernetes? Qui a envie de prendre celle-là? Ouais. En fait, moi, aujourd'hui, je regarderai beaucoup moins les techniques et je regarderai beaucoup plus les skills. En fait, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui sont responsables et qui sont conscients de ce qu'une prod derrière. Donc quelqu'un qui va faire un design en disant je vais faire un truc avec de la haute dispo déjà, je vais penser à tout ce qui est observabilité, aux métriques, etc. Ça fait une différence. Ouais, je vais peut-être compléter aussi là-dessus. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir une équipe diverse, parce que Kubernetes, il y a un écosystème qui est entier. Et ce qui est vraiment important pour avoir des équipes performantes, c'est d'avoir des gens, des profils qui viennent même peut-être pas du monde de l'infra, peut-être aussi du monde de la data, du back-end, et de les faire collaborer ensemble pour mettre une infra qui soit robuste, stable et qui réponde à l'ensemble des besoins des autres équipes. Parce que Kubernetes, si on veut tout mettre dedans, ça s'adresse en fait à toutes les équipes de la tech, et on a aussi besoin de profils qui peuvent parler et interagir avec back-end, data, security, etc. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en fonction de la maturité de votre organisation, les choses peuvent changer. Quand j'ai rejoint Datadog, par exemple, l'entreprise était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Et évidemment, quand on recrutait des gens, il fallait qu'ils aient des petites bases de Kubernetes parce que l'offre était toute neuve, elle était très brute, et donc il fallait que les gens soient relativement à l'aise avec ça. Aujourd'hui, l'entreprise a beaucoup grandi, tout le monde se spécialise, et donc c'est moins important pour les gens de bien connaître tout ça, puisqu'il y a des abstractions qui leur permettent de faire ça plus facilement. Ok, donc la réponse, elle est aussi un petit peu dynamique, non seulement en fonction des équipes, mais même en fonction du temps. Autrement dit, ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, début 2026, ce sera probablement pas une vérité gravée dans le marbre en 2028, quoi. Alors si on continue justement chronologiquement, j'ai recruté des gens. Premier jour, ces personnes arrivent dans l'équipe. Comment j'onboard? Comment ça se passe? À titre perso, moi je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des outils qui permettent tout de suite aux développeurs, aux nouveaux développeurs, d'aller mettre les mains dedans, d'aller commencer à expérimenter, créer un premier service, le déployer, sans qu'il ait besoin de comprendre la totalité de l'infrastructure qui a été déployée. Donc c'est pour ça que c'est important l'outillage, pour aider un petit peu, mettre ce premier pied dans l'infra. Mais par contre, derrière, il faut aussi être capable de, derrière, accompagner les gens pour qu'ils puissent aller plus loin, pour qu'ils comprennent ce qu'ils font quand ils sortent un petit peu des sentiers battus. Parce que voilà, déployer une fois vite, c'est bien, mais après, derrière, on se retrouve avec des spécificités. Il faut que les gens soient capables de se débrouiller et aussi de comprendre ce qu'il faut quand même. Et moi, ce que je dirais, ce qui est le plus important dans le onboarding, enfin pas le plus important, mais c'est... C'est important aussi. On parle tout le temps de DevOps, on casse les silos et tout. Justement, c'est ça qui est vachement important dans les premiers jours, c'est de rencontrer les autres équipes. Ça paraît tout bête ce que je dis, mais c'est tellement siloté encore, que ce soit de la petite start-up ou la grosse entreprise, c'est super siloté. Et rien que le fait de faire planifier des petits meetings avec toutes les équipes, des coffee breaks, là, comme on appelle ça et tout, juste discuter avec les autres équipes, à mon avis, ça c'est la clé pour avoir un super bon onboarding. Ok. Alors, donc si on continue un petit peu, on parlait de déploiement, de mettre des choses en prod. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un donc qui va être dev sur Kubernetes, est-ce que c'est lui ou elle qui va devoir être responsable de bout en bout, ou est-ce qu'on va découper, avoir d'un côté, alors il y a les devs, il y a les gens qui font du cube, et puis il y a les ops, c'est encore quelqu'un d'autre. Enfin, comment est-ce qu'il y a un découpage meilleur qu'un autre?
Tu nous demandes de trouver une solution universelle, donc forcément on va te dire que non, il n'y en a pas. Ouais, ce qui est important, c'est que les gens soient capables de se parler. Après, l'organisation, peu importe comment elle est construite, l'important c'est qu'il y ait une communication qui soit fluide et qu'il y ait des responsabilités qui soient clairement délimitées entre les uns et les autres. Les problématiques d'ownership, c'est dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est un des plus gros pain points, parce que personne ne sait qui est responsable de quoi, et du coup, si tout le monde est responsable, personne n'est responsable. Donc, il n'y a pas forcément de bonne organisation. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, tout le monde sache à qui moment qui il doit contacter s'il a un problème. Que ce soit les ops qui ont besoin de comprendre pourquoi il y a une app qui consomme tout le CPU, ou à l'inverse, que ce soit les devs qui sachent qui ils peuvent aller à la porte de qui ils peuvent aller toquer si jamais ils sont bloqués sur un problème qu'ils ne savent pas résoudre. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que j'ajouterais quand même à ça, c'est de dire qu'il faut malgré tout que les gens soient responsables. Donc en fait, moi, j'ai travaillé dans beaucoup d'organisations différentes et travailler dans une organisation où les gens sont responsables de ce qu'ils déploient. Donc you build it, you run it. C'est quand même moi, je trouve que ça marche très bien. Ça demande un gros investissement de toutes les équipes, parce qu'évidemment, ça veut dire que tout le monde est on call. Ça n'enlève pas le fait qu'il faut parler aux autres équipes, parce qu'évidemment, quand on grossit, chacun est responsable d'un périmètre, mais il ne comprend pas toutes les couches dont il dépend. Donc, il faut que tout le monde puisse se parler. Mais malgré tout, il faut quand même qu'on ne revienne pas en arrière vers moi, j'ai écrit mon code et je ne m'occupe pas de ce qui se passe après, quoi. Alors, je rebondis du coup. Mais c'est une discussion qu'on a déjà eue, donc... ce qui est important aussi, c'est que le problème, c'est qu'on ne peut pas demander, c'est un point que je voulais dire, j'ai un peu oublié, on ne peut pas demander aux développeurs aujourd'hui s'ils n'ont pas la compétence d'être responsables de ce qu'ils livrent. Et en fait, toute la difficulté, elle est là aujourd'hui. On demande aux développeurs de développer énormément de code et on ne leur donne pas les moyens de comprendre ce qu'ils font, de qu'est-ce qu'ils déploient en prod, comment ça fonctionne. Et du coup, c'est normal qu'ils n'aient pas envie d'être on-call, parce qu'en fait, tout simplement, ils ne savent pas comment ça marche dessous. Et c'est ça la problématique qu'il faut vraiment adresser. C'est-à-dire que oui, au-delà de la responsabilité des uns et des autres, et qu'il ne faut pas refaire les silos, et que voilà, on a quand même essayé de casser ces silos avec le DevOps, et c'est quand même cool que les devs puissent être on-call, mais c'est vraiment hyper important aussi qu'on n'attende pas des devs qui soient responsables d'un truc qu'ils ne comprennent absolument pas. Oui, il faut qu'ils sachent à qui demander quand ils arrivent dans une couche qui n'est pas leur responsabilité. Et aussi les former en amont. Ça, c'est un autre sujet. Et juste pour finir, tu parlais d'organisation. Il y a un idéal vers lequel on peut essayer de tendre quand on commence à parler de topologie d'équipe. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas lu le livre Team Topologies, je vous le conseille, qui décrit la topologie idéale pour que tout ça soit super fluide. Donc il y a l'équipe plateforme, il y a les feature teams, il y a les complicated sub-teams, il y a les équipes transverses qu'on appelle les facilitators, je ne me rappelle plus, les enabling teams. Donc, bon, c'est clair que pas toutes les organisations peuvent pas mettre ça en place, mais il faut qu'elles essayent de tendre vers ce type d'organisation. Donc de l'organisation, mais aussi donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la difficulté, des fois, c'est de savoir vers qui aller, de se parler, connaître qui va être responsable de quoi. Bon, celles et ceux qui me connaissent et m'ont déjà entendu parler de ça savent que je suis un grand fanatique de la documentation. Et donc ma question, avec mes gros sabots, c'est de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas résoudre ça avec de la bonne documentation, justement. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire documenter, 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 il en restera bien quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on peut en fait tempérer un peu ce propos? C'est difficile la documentation parce que au moment où on construit quelque chose, on va penser à l'écrire et par contre avec le temps, on s'éloigne de plus en plus de ce qui a été écrit sans mettre à jour ce qui a été écrit. Et donc du coup, c'est un truc très difficile. Donc il y en a qui disent oui, on va mettre la documentation par exemple dans la base de code, comme ça encourage des gens à aller la mettre à jour. C'est dur. C'est dur aussi quand la documentation elle est séparée, éparpillée. Et peut-être qu'il faut agrémenter la documentation par tout ce qui est garde-fous qui peuvent aller dans la pipeline et qui peuvent venir te dire hey, en fait, ce que tu fais là, ça ne va pas passer sur le cluster de prod. Est-ce que tu le sais? Oui, je te rejoins dans tout ce que tu as dit. En fait, souvent, la documentation, c'est aussi une tâche qui est extrêmement ingrate. Peu de personnes veulent le faire. C'est produire de la doc pour
les autres d'abord, et puis après peut-être pour soi dans 2 mois, 3 mois, quand ce que j'ai produit, je m'en souviens plus exactement, etc. Donc il y a une notion aussi en tant que manager d'être là et de reward le fait d'écrire de la documentation. C'est souvent quelque chose qui est aussi, pour l'avoir vu en pratique, écrit par beaucoup de femmes. Et en fait, c'est du glue work. Et donc il y a une pratique aussi dans cette pratique de diversité, de faire en sorte que tout le monde s'y met. Pour que tout soit à jour. Et après, en termes de discoverabilité ou pour rendre les choses un peu plus fun, ce qui est bien, c'est que la doc soit automatiquement générée. Il y a plein de parties de la documentation où souvent on fait du copy-paste à droite à gauche. Et c'est beaucoup plus fun quand on se dit on va faire investir un jour pour qu'on nous donne une commande et que d'un coup ce soit régénéré. C'est bien aussi pour les audits. Si on veut voir les communications inter-microservices, on peut les noter. Mais c'est pas à jour à 100%. Souvent on se rend compte qu'en pratique ça marche pas trop. Quand c'est automatiquement généré, on peut aussi prouver que du coup on a une doc à 100% qui peut être générée quand on le veut et qui reflète la réalité des choses. Oui, c'est-à-dire que la doc, c'est un truc que j'ai dit souvent, c'est qu'il y a le seul truc qui est pire que pas de doc, c'est de la doc qui est incorrecte, parce qu'on a beau suivre la doc et on fait mais ça marche pas, je comprends pas. Donc c'est vrai que de la doc générée ou peut-être validée d'une manière ou d'une autre, ça permet de sortir de ça. Oui, j'allais juste réagir sur ça. Il y a un autre problème qu'on peut avoir de temps en temps avec la documentation, c'est d'en avoir trop. Et qu'elle ne soit pas navigable. Et ça, c'est un problème dans lequel on peut vite tomber quand les gens font de la documentation pour la documentation sans se mettre à la place des gens qui vont utiliser et dans quel scénario. Et surtout, il ne faut pas hésiter à supprimer les vieilles documentations qui sont plus d'actualité ou plus à jour. Surtout les screenshots de console cloud qui changent toutes les 2 semaines. Mais heureusement, si on a trop de docs, on va pouvoir la synthétiser avec des LLM. Ça va bien se passer, vous en faites pas. Il y a aussi un discours qui revient de temps en temps, c'est que Kubernetes, c'est très ou trop compliqué. On pourrait mettre des plateformes qui vont simplifier tout ça, permettre à nos développeurs et développeuses d'être opérationnels dès le premier jour et de pouvoir pusher en prod dès le premier jour, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une promesse tenue, pas tenue? Dans quel cas ça marche ou pas? Ça dépend. Bon, ok. Bon, voilà, ça dépend. Question suivante. De quoi ça dépend? J'aime pas trop les. Alors, je vais pas mentir. J'aime pas trop les plateformes qui permettent. Je comprends l'intérêt. Quand on a une grosse organisation, il y a un moment donné où on n'a plus le temps d'aller accompagner les développeurs, même juste avec des templates ou quoi, pour leur permettre de créer des nouvelles apps. Et avoir un portail qui permet de, je rentre quelques informations et j'ai un projet prêt à l'emploi avec toutes les interconnexions, tous les outils qui sont pré-remplis. C'est super, ça accélère énormément. Mais j'ai l'impression, comme beaucoup, en fait, c'est qu'on essaye de résoudre un problème par l'outil. Il ne faut absolument pas que les IDP ou les portails ou tout ce qu'on veut soient adoptés pour essayer de résoudre un problème. En fait, le problème initial, c'est les problèmes de responsabilité, les problèmes d'onboarding, les problèmes de connaissance. Et si on n'a pas déjà traité ces parties-là, rajouter un IDP par-dessus, ça va cacher les difficultés des uns et des autres. Et ça va, et au final, ça ne va pas marcher. Si c'est fait de manière intelligente, où les équipes elles sont déjà opérationnelles sur tous vos outils, sur toute votre plateforme, oui, il faut, s'il y a une opportunité pour accélérer, il faut le faire. Mais il ne faut pas que ce soit la première étape, à mon avis. Moi, je contrasterai un petit peu. Le problème, c'est quand on grossit beaucoup et qu'on a beaucoup de gens qui arrivent et que l'infrastructure se complexifie puisqu'on se professionnalise et qu'on a de plus en plus de services complexes, c'est très difficile d'imaginer que les gens vont réussir à les appréhender. En particulier parce que nous, on dit qu'on fournit du Kubernetes. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On fournit un Kubernetes qui est décoré avec plein de spécificités de Datadog. Et donc, ça veut dire que les gens, il faut non seulement qu'ils connaissent Kubernetes, mais la façon dont on le fait chez nous. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il n'y avait rien que les développeurs détestaient plus qu'écrire des N-charts. Et donc, évidemment, on a des frameworks applicatifs qui sont apparus et c'est un très gros succès. Ça permet aux équipes de très rapidement développer de nouvelles applications sans jamais voir un N-chart. Les déploiements, c'est entièrement automatique. Donc ça, évidemment, je décris une image très rose. Et là où tu as raison, c'est que le jour où il y a un problème, en fait, il faut défaire l'abstraction et comprendre ce qui se passe. Donc il n'y a pas de magie. Ce qu'on gagne, c'est qu'au début, c'est plus rapide, mais au final, les gens, il faut quand même qu'ils apprennent comment les choses fonctionnent, puisqu'il faut les débugger quand elles ne marchent plus. Ouais. Et justement, le platform engineering, lui, il essaye de résoudre ça avec le self-service et tout. Et le risque
c'est d'être trop restrictif. Je mentionne plein de livres, mais si vous voulez lire un bon livre sur le platform engineering de Gregor Hoff, qui parle de plateforme stratégie, il explique très bien, si tu es trop restrictif, tes équipes de dev, ils vont faire du shadow IT, ils vont essayer de le contourner. Tu peux être opinionated, donc avoir une opinion très forte, mais toujours offrir une issue de secours pour les devs, pour ne pas les rendre restrictifs. Et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, à garder en tête quand tu montes ta plateforme. Il y a quelque chose aussi qui est aussi important et qu'on sous-estime, mais souvent quand on met en place des outils de simplification pour aller vite en production, l'équipe infrastructure sont aussi les premiers utilisateurs de ces outils de simplification et du coup on est pas mal en dogfooding et on l'utilise et on se rend compte qu'en fait on est aussi plus rapide. Et donc une stratégie c'est d'avoir un système qui fonctionne bien, de le tester un petit peu avant de le propager. Une fois qu'il fonctionne bien, en général on est les premiers utilisateurs et on va se dire en fait on connaît la surcouche d'abstraction. On est capable de debug, et je pense que c'est vraiment important d'être capable de debug, sinon en fait, on va se manger un mur très, très vite. Mais c'est aussi notre capacité à pouvoir déployer à l'échelle. Quand on manage 20, 30 applications, il n'y a pas besoin de cette abstraction. Par contre, quand on commence à manager 100, 200, 300 applications, ça commence à être extrêmement important, surtout pour des chantiers de migration. Avoir la capacité de pouvoir un jour se dire cette infrastructure je vais la changer, je vais migrer les applications, c'est très important qu'elle soit à peu près uniforme pour être capable de passer à l'échelle. Et on parlait de l'onboarding au départ, les notions d'onboarding et de pouvoir je sais pas, moi j'aimerais bien que n'importe qui arrive chez Conto en l'occurrence, mais dans n'importe quelle entreprise, puisse déployer quelque chose et avoir de l'impact en production d'ici 2-3 semaines. Pas attendre 3 mois avec des formations extrêmement lourdes pour commencer à avoir de l'impact. L'impact, c'est 2-3 semaines max. Alors, on avait parlé tout à l'heure un petit peu des astreintes. Est-ce qu'on veut redire peut-être un ou deux mots dessus avant de conclure? Donc, le you build it, you run it. Est-ce que ça fait un petit peu consensus ou est-ce que c'est compliqué? Qui fait les astreintes? Est-ce que ça doit être les devs? Est-ce que c'est d'autres gens? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ce que j'ai vu et qui marche bien, c'est que sans pour autant demander aux devs de faire des astreintes, mais au moins d'être là, par exemple, en binôme d'un SRE. Même pendant la journée, dire voilà, il y a un incident, en fait, je suis à côté de lui, je regarde ce qu'il y a, parce que c'est vraiment, ça marque vraiment quand on a passé du temps à débugger un truc en prod et que c'est stressant. Le développeur, il va avoir cette habitude après de dire ce truc-là, plus jamais je veux que quelqu'un ait ça. Donc en gros, c'est impliquer les gens, même s'ils ne sont pas forcément d'astreinte, au sens c'est pas eux qui vont être réveillés tout de suite, mais au moins pendant la journée, qu'ils aillent voir un petit peu comment ça se passe dans les tranchées, quoi. Oui, parce qu'effectivement, on ne peut pas leur demander de connaître, par exemple, tous les outils qu'il y a pour débugger dans Kubernetes, de connaître le DNS, de connaître le réseau, etc. Mais ça peut vraiment leur ouvrir les yeux sur dire, est-ce que j'ai vraiment mis ce qu'il faut au niveau des logs, etc., pour savoir que cette erreur-là, elle provient de ce truc-là. Est-ce que, par exemple, je connais bien un circuit breaker? Je sais qu'un circuit breaker, ça peut me sauver la vie. C'est ce genre de choses, c'est ce genre de petites skills qu'ils peuvent apprendre auprès des ops ou des SRE. On revient un peu sur le côté du partage, d'échanger avec des autres équipes pour voir ce que les uns et les autres sont en train de faire et mieux comprendre le travail des uns des autres, quoi. Et pour clarifier ce que je disais tout à l'heure, quand je dis que nous, on est plutôt du parti you build it, you run it, où tout le monde est on-call, on ne s'attend pas du tout à ce que les gens soient on-call tout seuls face à leurs problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, une application qui a un problème, l'équipe est pagée parce qu'il y a un problème sur son application. Si le problème ne vient pas d'elle, on fait appel à d'autres équipes. Il n'y a pas de magie sur ça. Alors pour terminer, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour et vous pouvez donner au choix alors ou bien un petit dernier conseil pro type de Tortue Géniale, ou bien un vœu pieux que vous souhaiteriez voir se réaliser si vous aviez une baguette magique pour les années à venir dans le Cloud Native. Chérine, tu veux commencer?
Je vais commencer. Ouais, je te lance là. Moi, ce que je trouve vraiment important, et on en a beaucoup parlé, c'est effectivement le fait que les équipes puissent un petit peu se parler beaucoup plus facilement et sans qu'il y ait des silos, parce que les devs, leur but, c'est de livrer le plus rapidement possible en production, alors que les SRE, tout ça, ils veulent que la plateforme elle reste stable et qu'il ne se passe pas qu'ils n'aient pas d'incidents, etc. Et ce silo-là, j'aimerais bien qu'un jour, on trouve un moyen de le faire disparaître. Moi, si je pouvais vous donner un conseil, c'est aller regarder ce que c'est les communautés de pratique. C'est vraiment un moyen très efficace pour justement permettre de rassembler les gens et de les sensibiliser sur des problématiques, notamment infra. Donc c'est très efficace. Il reste 7 secondes. Vas-y. C'est bon. Non, et moi, c'est assez classique aussi, mais restez curieux, cultivez votre passion, et si vous êtes là, ça tombe bien, vous êtes en train de faire ce qu'il faut, déjà. Ouais, très rapidement aussi, n'ayez pas peur d'expérimenter, d'avoir vos propres opinions et de tenter, de ne pas lire le premier article Medium qui passe et dire il y a quelqu'un dont je sais qui a dit que... Non, testez par vous-même et expérimentez. Alors moi j'ai un conseil un peu plus pratique pour finir. Si vous pouvez éviter que vos équipes de développement gèrent leur N-chart, vraiment faites-le parce que nous on en a des milliers. Évidemment il y a un peu de finesse dans les détails de chaque déploiement et éviter que chaque équipe gère ça d'une manière un peu différente, c'est vraiment un énorme gain. Ouais. Surtout qu'en général les Helm charts, il y en a dans la salle qui aiment écrire ou maintenir des Helm charts. Ah, quand même quelques mains qui se lèvent. Bon, bravo à vous et merci pour votre contribution. Merci à vous d'être partagé tout ça. Merci beaucoup. Bon, il y avait beaucoup d'informations. J'espère que il y a beaucoup de trucs à digérer. J'espère que ça a été utile au plus grand nombre. Alors, on continue donc avec Gaspard Planteroute de NumSpot, qui est probablement en train d'être outillé, ou peut-être qu'on t'a donné un micro, où est-il? Voilà. Et voilà. Et est-ce qu'on peut avoir les slides du coup, si tu veux la cliquette, ou sinon tu le fais. Voilà. 1, 2. Excellent. Merci Jérôme. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Gaspard Planteroute et je suis Chief Product Officer chez NumSpot. Chez NumSpot, on construit une plateforme de services cloud, data IA, souveraine. Et comme l'a précisé Jérôme en introduction, c'est un vrai sujet. Et je vais tenter de vous montrer rapidement et concrètement ce que ça veut dire. NumSpot, si certains connaissent, c'est encore une jeune société. Et il nous tenait vraiment à cœur de participer à un événement tel que les Cloud Native Days, à la fois en tant que sponsor, pour reverser, mais aussi sur scène pour un talk tech que vous pourrez découvrir en fin d'après-midi. Qu'est-ce que nous faisons chez NumSpot? C'est une plateforme de services cloud, data et IA, souveraine, vous allez beaucoup l'entendre, portable et hybride. Elle est conçue pour répondre à ce que nous pensons être les plus hauts standards de sécurité et de souveraineté. Cette plateforme, depuis plusieurs mois, est en GA. Nous sommes encore une structure à taille humaine et notre ADN est fortement tech. C'est important pour nous. Une majorité d'ingénieurs, d'experts, de SRE qui construisent cette plateforme et qui sont présents tout au long de la journée sur notre stand pour répondre à vos questions. Je vous parle d'une plateforme. C'est un concept extrêmement important chez nous en interne. C'est notre socle technologique et il repose grandement sur ce que nous fournit la communauté, très certainement sur vous tous. Et il nous tarde de lui rendre concrètement en retour. Et on va commencer ici et aujourd'hui en vous ouvrant le capot concrètement sur certains aspects de notre implémentation lors d'un talk dédié à la sécurité sur Kubernetes. Tout ça c'est sympa, c'est une plateforme, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez comme service? C'est la question qu'on a souvent. En fait, c'est un ensemble de services cloud, tels que vous en consommez déjà certainement, qui chez NumSpot repose sur 4 piliers qui rendent l'offre unique selon nous. Donc le premier,
et vous en êtes la preuve, c'est un écosystème. Donc on fournit un ensemble de services entièrement managés, évidemment du Kubernetes managé, et tous ces systèmes opèrent en symbiose. Le deuxième pilier, qui pourrait être le pilier, c'est notre raison d'être, c'est la souveraineté. Encore une fois, la définition du dictionnaire est importante parce que personne ne peut la contredire. Et cette souveraineté, en fait, c'est la raison pour laquelle a été créé NumSpot il y a 3 ans. On pourra vous en parler en détail, mais notre raison d'être, c'est de fournir un ensemble de services cloud en lesquels on peut avoir confiance pour tous les aspects du terme. La performance, donc pour répondre à les problématiques concrètes des utilisateurs, que ce soit en termes de résilience, d'eau, disponibilité ou de temps de démarrage. Et enfin, et j'en ai entendu parler pendant la table ronde, la polyvalence. Le cloud, c'est compliqué. Et il nous tient à cœur de démystifier un petit peu cette complexité en s'adressant à tout type d'utilisateurs. On est vraiment convaincu chez NumSpot que ça va être une plus-value importante. Merci à nouveau à tout le monde, aux organisateurs, de nous donner l'opportunité de vous présenter tout cela. On est présent toute la journée au stand, majoritairement des profils tech, qui pourront vous donner plus de détails sur ces implémentations. Je crois que, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais je le répète, sans les sponsors, on aurait beaucoup de mal à faire un événement aussi sympa. Donc voilà. Et ce que j'avais dit, je crois, il y a quelques années au Kubernetes Community Days, c'est que je vous invite tous et toutes à aller vous balader justement au milieu des trucs des sponsors. Et je suis sûr que, je ne dis pas que tout ce que font tous les sponsors va forcément vous intéresser, mais je suis prêt à parier que pour chacun et chacune d'entre vous, il y aura au moins un sponsor qui bosse sur un truc qui est votre sujet du moment. Donc je vous mets au défi de trouver lequel. Voilà. Et maintenant, donc, on va reparler un petit peu de l'open source, les communs numériques, comment on peut, à plusieurs, monter des solutions ensemble. Donc on va parler du Tocit. C'est Florian qui va venir nous expliquer tout ça. Tu veux une cliquette ou tu préfères le... Ouais, parfait pour la cliquette. Voilà, très bien. C'est parti. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Le TOSIT, The Open Source as Trust, c'est une association loi 1901 qui a pour but finalement de réunir des utilisateurs de toute taille, consommateurs, ou qui sont intéressés ou curieux de l'open source, organisations publiques et privées, et travailler ensemble pour co-construire, partager, imaginer ensemble, co-développer et même co-financer des alternatives open source ou des acteurs open source sur le marché. C'est assez simple. Aujourd'hui, on est 25. Donc, comme vous pouvez le voir, des ministères comme des organisations privées. On a nos stands qui est juste à gauche quand vous sortez de la keynote. Donc, vous, entre guillemets, vous êtes obligé de passer par nous si vous voulez sortir. Bon courage. N'hésitez pas à vous arrêter. Et on est 25 pour, voilà, finalement, avec des niveaux dans l'open source qui sont différents, avec des héritages différents, avec des stacks différents, des stratégies différentes autour de l'open source, mais quand même l'envie ensemble de partager, d'imaginer et en tant que consommateur finalement de devenir acteur autour de l'open source. Et ça qui est intéressant. Et comment on le fait? On essaie de le traduire ça par des groupes de travail finalement, c'est aussi bête que ça. Ça peut parler du support de l'open source, c'est-à-dire quand on est une grande organisation, comment on fait pour faire passer de l'open source au niveau industriel, de faire quelque chose qui est viable et utilisable. Comment on peut parler autour de la data? C'est quand même des stacks, on en a parlé avec NumSpot et Scaleway, c'est des stacks en fait qui sont quand même très open source en sous-jacent. Kubernetes, pourquoi? Parce que outillage tout-terrain qui vous permet finalement dans une même approche mChart de partager finalement un cœur Kubernetes avec chacun des distributions qui sont différentes, Kubo, OpenShift et d'autres, et finalement de déployer. Et derrière, on en a toutes les sauces et forcément on a de l'IA, parce que si on n'avait pas d'IA, on ne serait pas là. Et de l'OpenStack notamment aussi, parce que les sous-jacents finalement de nos infrastructures avec la vertu. Et donc on a ces groupes de travail sur lesquels chaque membre vient apporter, vient être contributeur ou carrément acteur autour de ce groupe de travail, l'anime au sein du TOSIT. On est tous bénévoles pour info, et c'est juste en fait la volonté de partager ensemble qui est notre moteur. Moi ce que j'aime bien dire, c'est que finalement ça va au-delà de simple discussion, d'échange de bonnes pratiques. On essaye finalement de contribuer à une communauté de proximité. Parce que très souvent, quand on parle d'open source, on parle de grandes communautés. Et quand vous allez voir des DSI ou finalement vos managers pour dire j'ai envie de faire de l'open source, ils vous font ouais c'est bien, mais comment tu l'actives cette communauté? Finalement le TOSIT, moi je le résume souvent, finalement
un ensemble d'acteurs qui se mettent juste ensemble et qui sont des communautés de proximité pour travailler ensemble autour de l'open source et savoir aussi comment il est exploité et comment il est utilisé dans les autres organisations. Et ce qui est intéressant, pourquoi je parle de communauté de proximité? Parce qu'on parle des communs. Et en fait, les communs, on a toujours du mal à le définir, donc j'ai essayé de mettre 3 mots-clés derrière. C'est finalement, quand on reprend les communs traditionnels, c'est un peu comme les forêts ou des points d'eau partagés, on le partage ensemble, il n'y a pas de... c'est collectif, on partage, on le fait ensemble, c'est une sorte de communauté de proximité, c'est collectif, dans la contribution et dans une dynamique collaborative, et il y a une gouvernance qui est partagée à plusieurs. Et ce qui est intéressant, il y a le côté ouvert, mais ça c'est le côté ouvert finalement en prenant dans le principe qu'on va s'appuyer sur de l'open source pour le faire, avec des licences d'usage qui vont donner des droits d'usage assez ouverts. On va le faire de manière collective, à contribuer autour, et on va partager la gouvernance, et il n'y a pas de logique économique au sens pécunier du terme à le faire. C'est vraiment l'idée de dire on veut créer des communs qu'on partage. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le TOSIT, on a commencé finalement cette initiative en 2017 pour partager autour de l'open source. Et en fait, globalement, les organisations qui sont autour, elles sont devenues aussi des producteurs d'open source. Kubo était le parfait exemple tout à l'heure. Onyxia, notamment avec l'INSEE, qui a son stand et qui va faire une démo aussi sur le stand de TOSIT. Il y a eu des challenges EcoCode. C'est un commun, finalement, un challenge organisé par le Crédit Agricole et d'autres membres qui l'ont soutenu pour créer des plugins pour checker au niveau de SonarCube le code. Le Open Source by Maïf, allez voir ce qu'ils font, c'est assez impressionnant, c'est dans les valeurs même de l'entreprise. Et donc finalement, on est des consommateurs, on est des producteurs, et on essaie aussi de co-construire ensemble. C'est ça qui est intéressant. Je prenais l'exemple de TDP et OKDP, qui sont des distributions plutôt tournées autour de la data et de l'IA. Et ben, elles seront sur le stand aussi avec la DGFIP, donc n'hésitez pas à passer. Et finalement, ça a été fait avec la DGFIP, ça a été fait avec Orange, ça a été fait avec EDF, ça a été fait avec d'autres acteurs autour du TOSIT, et finalement on se met ensemble pour faire quelque chose de collectif. Et donc, finalement, ça permet aussi, par le TOSIT, de partager des témoignages, de contribuer, de soutenir un écosystème. Et ce qui est intéressant, et je finirai là-dessus, c'est que les communs, quand on décide de le faire ensemble, et que finalement il n'y a pas de logique économique, et que finalement on a Kubernetes qui est une stack complètement ouverte sur laquelle on peut partager. Bah, globalement, pourquoi passer par des acteurs américains pour faire du cloud? Pourquoi pas finalement dans des entreprises de toute taille se dire on partage la même manière, la même stack et les mêmes cœurs sous-jacents. Donc en partageant finalement des services ensemble, on se crée finalement des stacks souveraines, indépendantes finalement, puisqu'on ne dépend pas d'un acteur pour le faire, et ouvertes. Et donc finalement l'idée de dire on peut faire ensemble des communs, c'est un peu le concept de se dire mettons-nous tous ensemble autour de la table, arrêtons d'être finalement et de pleurer à chaque fois qu'un éditeur vient nous mettre 100% dans la gueule. Et faisons ensemble pour créer en fait finalement des alternatives. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Alors pour terminer cette plénière matinale, je vais inviter 2 collègues de l'équipe d'organisation de Cloud Native Days. Ce matin, j'ai fait un petit lapsus révélateur. J'ai dit bienvenue à Cloud Native Days Paris. On est bien à Paris, mais c'est Cloud Native Days France. Désolé, les responsables seront punis, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer par une question. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui étaient présentes au Kubernetes Community Days en 2023 à Pompidou? Oui, il y a quelques personnes. Donc, je vais d'abord passer les slides. Oui. Le KCD France, on était derrière cette organisation, et donc c'est dans la continuité des KCD qu'on organise le CND aujourd'hui, l'événement d'aujourd'hui. On a changé de nom entre-temps. Il y a une raison pour cela. La CNCF, donc, qui gouverne les KCD, ont mis un cadre plus restrictif, parce qu'en fait, il y a eu un réengouement de ces événements. Et comme on sortait un peu des clous sur le nombre de participants en 2023, et aujourd'hui, donc on a une ambition d'être à 2000 personnes, et donc on est vraiment en dehors des clous. Au-delà de ça, on souhaitait avoir une certaine indépendance dans le choix éditorial et la façon dont on veut organiser l'événement. Et donc les Cloud Native Community Days, ce sont des événements qui sont organisés un peu partout dans le monde. C'est des groupes indépendants, donc vraiment dans le monde entier. Il y a des personnes qui vont adapter leur événement en fonction des attentes locales. Et aujourd'hui, on a le
plaisir de vous annoncer la création d'un nouveau groupe dans le sud de la France, donc qui est constitué de personnes qui faisaient partie de la table ronde de Sébastien et de Chérine. Donc si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller les voir. Vraiment, ils viennent de commencer l'organisation, ils sont en recherche de sponsors aussi, pour ceux qui sont intéressés. Et pour venir à l'équipe de Cloud Native France, on est à plus d'une quinzaine de personnes. On est des bénévoles, donc c'est une association à but non lucratif, et donc on passe du temps sur nos temps perso, en dehors de notre travail, pour essayer d'organiser cet événement du mieux que l'on peut. Et donc moi, je ne me suis pas présenté, moi c'est Smaïn. Je vais laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Katia, je suis membre de l'organisation, mais je fais partie aussi du comité de sélection. Donc, que serait un bon événement sans une bonne programmation? On avait cette ambition de vous proposer un programme de qualité. Et pour ce faire, on a défini des critères de sélection. Donc, faire la sélection a été très très dur parce qu'on a eu quand même beaucoup de propositions de grande qualité. Et on a voulu mettre en avant les projets open source, les projets francophones et français, les retours d'expérience, parce que la théorie c'est très bien, mais c'est encore mieux de voir comment ça marche ailleurs. Et puis aussi, on a mis l'accent sur la diversité. On a voulu donner la main aussi, donner la parole à de nouveaux speakers, à de nouvelles speakers, notamment en proposant des sessions systématiquement à toutes les personnes qui le voulaient, de coaching et de dry run menées par l'excellent Jérôme Pétazzoni, qu'on n'a même plus besoin de présenter maintenant. D'ailleurs, un grand merci à plus de 70 speakers et speakers qu'on a aujourd'hui. Vraiment, merci d'avoir fait le déplacement et de participer à rendre cet événement un beau moment. Et puis merci aussi à tous nos sponsors, parce que, comme l'a dit Smana, c'est une association à but non lucratif. On a besoin de sponsors, donc n'hésitez pas à vous balader dans les différents stands pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Merci également à tous les partenaires. Donc Cloud Native Days, c'est un événement communautaire. On a voulu aussi faire participer les différentes communautés. Donc il y a différentes communautés. Je pense que vous pouvez aller dans le village communautaire. Vous allez trouver de quoi vous satisfaire. Donc n'hésitez pas à aller échanger notamment avec eux. Et donc on va passer à quelques informations pratiques. Ici, vous vous situez dans une salle qui s'appelle Monet. Et donc elle se situe ici. Et il y a 4 salles dans ce lieu. D'ailleurs, on a pris beaucoup de temps à choisir ce lieu parce que après Pompidou, on voulait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, c'est un véritable coup de cœur, ce lieu. Donc, 4 salles. La salle Piaf qui se situe sur votre droite en sortant. Et vous avez des salles en sous-sol, la salle Dumas, la salle Debussy. Ensuite, pour les informations pratiques, on va vous demander de vous répartir entre midi et 13h15 pour la pause déjeuner qui sera entre le sous-sol et entre l'étage ici. Et on vous encourage à aller voir nos partenaires qui sont aussi répartis entre cet étage et le sous-sol. On a parlé du village communautaire, donc là aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est super intéressant. Il y a différentes communautés, à aller discuter avec elles. Et c'est tout pour les informations pratiques. Et oui, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez la moindre question, on est équipé de hoodies assez visibles. Donc si vous avez les moindres questions, sollicitez-nous, on essaiera de vous répondre le mieux que possible. Ça passe ou pas? Et donc pour finir, vous avez 2 QR codes. Le premier, c'est le Wi-Fi, donc j'imagine que vous en avez besoin. On remercie Algolia qui est sponsor du Wi-Fi. Et le second, c'est Open Feedback. Donc chaque session sera terminée par un QR code et on vous encourage vraiment à participer parce que vous faites partie aussi du succès de cet événement. Donc vos retours sont les bienvenus et les speakers seront très contents de les recevoir. Toutes les informations sont disponibles sur le site web cloudnativedays.fr. Merci et passez une excellente journée. Bonne journée.